Bonjour à tous, nous allons évoquer dans cette présentation les notions d'erreur médicale, d'événements indésirables associés aux soins et l'aléa thérapeutique. Les objectifs pédagogiques concernent essentiellement les définitions autour de l'erreur médicale et des différentes responsabilités. Nous allons voir successivement que le soin est une activité à risque. Dans un deuxième temps, nous nous appuierons sur différentes définitions. Nous évoquerons les différentes responsabilités pénales, ordinales et civiles, des informations sur le dommage, le triptyque de la responsabilité médicale, la notion de perte de chance, les facteurs humains et les messages à retenir de cette présentation. Une fréquence d'exposition au risque qui reste relativement élevée dans le milieu de la santé en comparaison à d'autres secteurs d'activité plus sécuritaires tels que l'aviation civile ou l'industrie nucléaire. La survenue des événements indésirables graves est décrite dans la littérature depuis le début des années 90. Ces EIG représentaient alors 4% des séjours hospitaliers et jusqu'à 14% de mortalité. Le rapport To Err is Human publié par l'Institut de médecine aux États-Unis rapportait que les erreurs concernaient 5% de patients et 1% de décès pour 1000 admissions. Plus récemment, l'enquête nationale sur les événements indésirables associés aux soins identifiait un EIG tous les 5 jours. Enfin, en 2013, l'étude ESPRIT retrouvait 26 événements indésirables associés aux soins pour 1000 actes réalisés. Les conséquences de ces événements indésirables graves sont responsables d'un allongement des durées de séjour et la mise en place de procédures spécifiques, et bien entendu, sont également responsables d'une sous-déclaration devant la peur d'un risque de stigmatisation des personnes concernées, ainsi que des sanctions disciplinaires qui pourraient en découler. L'EIG est un événement indésirable ou une circonstance associée aux soins qui aurait pu entraîner ou a entraîné une atteinte pour un patient et dont on souhaite qu'il ne se produise pas de nouveau. L'événement indésirable associé aux soins concerne tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement. Une autre définition qu'il faut connaître est la notion d'événements porteurs de risque, les EPR, ou ce qu'on appelle également les presque accidents, et un mot sur la violation ou faute, c'est-à-dire le non-respect délibéré d'un protocole, d'une procédure validée ou d'une recommandation. L'événement indésirable associé aux soins inclut ainsi le dysfonctionnement de l'organisation, l'aléa, ou un phénomène inattendu, et enfin l'erreur, qui peut être évitée et qui peut ou non entraîner un dommage pour le patient. En fait, cet événement indésirable associé aux soins s'étend du presque accident, les EPR, jusqu'à l'EIG, l'événement indésirable grave. Nous allons voir à présent les différentes responsabilités. Nous allons commencer par la responsabilité administrative posée par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Cette responsabilité administrative fait peser sur les professionnels et établissements de santé un régime de responsabilité pour faute. La responsabilité pénale à présent, qui est beaucoup plus lourde et personnelle. Cette responsabilité pénale fait suite à une faute avec différentes fautes qui peuvent être reprochées en fonction de la gravité. On parle de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence et de sécurité. Le code pénal définit ainsi 3 catégories d'infractions: la contravention, le délit et le crime. En fonction de la gravité de l'infraction, les peines peuvent aller de la simple amende jusqu'à la peine d'emprisonnement. À présent, la responsabilité ordinale, qui est une procédure auprès du Conseil national de l'ordre des médecins. Cette procédure est dite inquisitoire et non accusatoire, et elle est toujours contradictoire et publique.
Différentes peines peuvent y être prononcées, allant de l'avertissement jusqu'à la radiation du tableau de l'ordre. Un point important, cette responsabilité ordinale, contrairement à la responsabilité civile ou administrative, ne vise pas à réparer un dommage causé à un patient, mais à sanctionner une violation aux règles déontologiques. À présent, la responsabilité civile, qui est celle que nous devons connaître absolument, cette responsabilité civile en fait peut être ou contractuelle si elle résulte de l'inexécution de l'obligation d'un contrat, ou délictuelle si elle résulte d'un fait juridique. Le point important, c'est que cette responsabilité civile nécessite 3 conditions de mise en œuvre. Il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait un dommage pour le patient, et il faut qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage soit démontré. Donc la responsabilité civile du professionnel de santé ne peut être engagée que si le patient prouve que le professionnel de santé a commis la faute. Il faut également aborder la notion d'obligation. Les médecins ont une obligation de moyens et pas de résultats. Également une obligation de sécurité, en particulier la responsabilité pénale du médecin peut être mise en jeu si ce dernier ne s'est pas déplacé ou n'a pas tracé son déplacement dans le dossier médical. Une obligation d'information, qui est un devoir pour le médecin et un droit pour le patient. 2 préjudices sont possibles par défaut d'information, la perte de chance d'éviter la complication en refusant un acte, ou le préjudice d'impréparation, par exemple le patient opéré en chirurgie viscérale qui n'a pas été prévenu qu'il risque d'avoir une colostomie à son réveil. 2 cas de jurisprudence récents, la perte du dossier médical, qui témoigne d'un défaut d'organisation et ou de fonctionnement, et plus récemment l'annonce tardive du décès, qui peut nous être opposable sur un préjudice moral si les proches du défunt ont été contactés à distance du décès. Le patient qui a subi ou estime avoir subi un dommage doit être reçu dans les 15 jours à la suite de ce dommage ou à la demande du patient, par le médecin ou par des membres de la direction de l'établissement, afin de disposer d'une information sur les circonstances et les causes de ce dommage. Dans ce cas, le patient a 2 recours possibles en cas de dommage. Le premier concerne la responsabilité de la personne privée devant le tribunal de grande instance, ou bien la responsabilité de l'hôpital public devant le tribunal administratif. En cas de contentieux juridique, il sera vérifié si les soins délivrés étaient conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits, et le juge en charge du dossier devra se situer au moment des soins et non au moment de la décision de justice. Enfin, la notion de perte de chance, où il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les principaux cas de perte de chance sont le retard diagnostique, le retard de prise en charge et le manquement au devoir d'information. L'exception à l'obligation de moyens dont nous parlions précédemment concerne les infections nosocomiales et les dommages causés par les produits de santé. Pour terminer, nous allons aborder la notion de facteurs humains qui sont liés aux événements indésirables associés aux soins et responsables des défauts de communication, des troubles de la concentration et de l'attention des soignants et qui conduisent à des événements indésirables graves. Parmi les facteurs humains responsables des événements indésirables associés aux soins, on retrouve la capacité de mémorisation limitée. En effet, la quantité d'informations demandées à l'ensemble des professionnels de santé dépasse largement leur capacité de mémorisation. Raison pour laquelle de nombreuses checklists et protocoles opérationnels standardisés sont réalisés et proposés pour faciliter cette mémorisation. Le stress, le faim et la maladie
sont également responsables de troubles de l'attention et de la concentration. Il est important que l'ensemble des acteurs de la santé prennent soin de leur propre santé et de leur bien-être. Les facteurs linguistiques et culturels peuvent également être responsables d'erreurs de communication. La fatigue, bien entendu, responsable de survenue d'erreurs par manque de concentration ou perte des réflexes, liés au manque de sommeil dû aux longues gardes, et enfin certains comportements dangereux ou inadaptés. Plusieurs acronymes anglophones ont été proposés pour mémoriser ces différents facteurs humains individuels identifiés. Quelques messages à retenir. Développer et encourager la culture de la déclaration des erreurs. Ces erreurs doivent être déclarées de manière exhaustive. La déclaration de l'erreur permet d'en déduire les conséquences. Le choix du type d'analyse dépend de la fréquence et de la gravité de l'erreur, ainsi que de l'impact sur l'établissement de soins. L'analyse des erreurs doit permettre de déterminer l'évitabilité, l'imputabilité, mais aussi l'efficacité des mesures correctrices prises pour réduire les conséquences de l'erreur. La qualité et la transparence de l'information donnée sont des déterminants majeurs de la réduction des plaintes. Et enfin, il existe un dispositif d'indemnisation, l'ONIAM, que nous verrons dans une autre présentation. Je vous remercie.